Début juillet, une famille syrienne a déposé la première plainte en France concernant la disparition, la torture et la mort de Hicham Abdulrahman, qui avait 35 ans, dans les geôles syriennes. Ce médecin cardiologue s'engage dès 2011 pour venir en aide aux blessés et fonde l'association d'aide aux victimes en Syrie. Il est arrêté le 19 avril 2012 à Damas et il décédera en 2014. À travers lui, ce que nous découvrons, c'est le long combat que les familles de disparus mènent pour connaître la vérité, pour savoir ce qu'il est advenu de leurs proches, leurs fils, leurs maris, leurs pères, leurs sœurs, et quels sont finalement derrière cette recherche à la fois de justice et de vérité, cette recherche de lutte contre l'impunité qui est indispensable quand on parle de justice internationale et de violations aussi graves que les disparitions forcées, telles qu'en Syrie, mais dans de nombreux pays. Et derrière se pose la question, pour toutes ces familles, quel est le recours? À qui peuvent-elles s'adresser? Comment peuvent-elles procéder pour obtenir la justice? Aujourd'hui, pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Decaux, professeur de droit international à Paris 2 et président du comité des disparitions forcées depuis sa mise en place en 2011, c'est-à-dire maintenant 5 ans. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour Emmanuel. Bonjour Geneviève, merci de m'accueillir. Avant toute chose, Emmanuel, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient votre engagement pour justement lutter contre les disparitions forcées, pour aider ces familles? Bon, c'est un peu dérisoire par rapport à des drames comme celui que vous venez d'évoquer, mais en tant que juriste, en tant qu'être humain, je me suis toujours intéressé aux droits de l'homme. J'ai beaucoup travaillé sur la Convention européenne des droits de l'homme et puis mon centre d'intérêt s'est élargi aux droits des Nations Unies. Je trouve que c'est passionnant de faire respecter et de promouvoir les droits universels. Et dans ce cadre, j'ai été élu membre de la sous-commission des droits de l'homme, qui était une sorte de think tank des Nations Unies, à la suite de Louis Joinet, qui a été pour moi une grande inspiration et qui est le promoteur de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Donc c'est à la suite de Louis Joinet, qui est un grand magistrat et un grand juriste français très engagé dans le domaine des droits de l'homme, que j'ai travaillé sur différents aspects comme la justice militaire, plus exactement l'administration de la justice par les tribunaux militaires, ou d'autres sujets très différents comme la lutte contre l'extrême pauvreté. Et quand le comité a été mis en place, la France a présenté ma candidature et j'ai été élu l'un des 10 membres du comité des disparitions forcées et mes collègues m'ont élu président. Donc d'une certaine manière, c'est dans le prolongement de tout ce que j'ai fait sur le plan juridique ou humain ou sociétal, mais avec une spécialisation sur les disparitions forcées qui est évidemment un défi parce que c'est un instrument tout à fait nouveau. On est parti de zéro avec tout à faire et maintenant il y a un comité qui fonctionne, qui est là pour protéger les droits de l'homme. Avec une limite, évidemment, c'est qu'il s'agit d'un traité, donc que ça concerne que les États parties. Quand le comité a été mis en place, il y avait une vingtaine d'États parties. Maintenant, il y en a 52 et des pays très différents, puisqu'on a eu la ratification de l'Italie, plus récemment celle du Sri Lanka. C'est vraiment un traité qui a une vocation universelle. Mais le point de départ, c'est il faut que les États ratifient et nous nous battons pour que tous les États ratifient cette convention qui fait partie des traités de base des Nations Unies. De fait, vous nous rappelez qu'il ne suffit pas qu'une convention soit adoptée au niveau des Nations Unies, il faut encore que pays par pays on obtienne la signature, la ratification et que ça soit inclus dans le droit national pour qu'elle puisse avoir totalement sa portée. Et donc on voit bien là aussi l'importance de l'engagement militant pour que une convention elle vive et elle étende
son influence à travers la planète. Et quand on regarde aujourd'hui la carte des pays où on signale des disparitions forcées, du Mexique à la Crimée, en passant par l'Égypte, et sans oublier bien sûr la Syrie, eh bien on voit que vous avez beaucoup de travail. Alors, pour première chose, on a bien compris que vous ne travaillez que sur les États qui ont ratifié, et puis on pourra revenir sur certaines situations pour que justement ces États qui n'ont pas ratifié et dont vous n'avez pas autorité. Mais est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer quels sont finalement les domaines d'intervention du comité et comment vous procédez ? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que, évidemment, nous ne sommes pas les seuls à nous battre contre les disparitions forcées. C'est un effort de la communauté internationale sur le plan régional, en Amérique latine en particulier, mais aussi dans le cadre des Nations Unies depuis 30 ans. Et que en 1980, la Commission des droits de l'homme avait créé un groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, un groupe de 5 experts indépendants qui existe toujours et qui, lui, a une compétence générale. Autrement dit, ce que nous ne pouvons pas faire, le comité peut le faire, le groupe de travail peut le faire avec une compétence générale, mais un mandat qui est un mandat humanitaire. Notre limite, mais notre force, c'est que nous sommes fondés sur un traité et c'est des obligations juridiques qui pèsent sur les États. Alors, dans ce cadre, pour les États parties, nous avons des instruments. D'abord, un État qui ratifie la Convention doit la transposer. C'est un texte juridique qui est assez complexe, mais très, très riche, qui prévoit toute une série de mesures de droit pénal pour poursuivre les disparitions forcées, parfois en tant que crime contre l'humanité. Autrement dit, il y a à la fois la disparition forcée individuelle, qui doit être un crime autonome différent du kidnapping ou des mauvais traitements ou de la torture. Et puis, ça peut être un crime systématique, comme un crime contre l'humanité. Mais ensuite, la Convention est aussi très moderne parce qu'elle prévoit des droits des victimes. Et pour nous, les victimes, c'est toute personne qui souffre d'une disparition forcée. Autrement dit, les familles d'une personne disparue sont des victimes en tant que telles, avec des droits. Et ces droits sont dans la ligne des principes de Louis Joinet sur l'impunité, sur la lutte contre l'impunité. C'est des choses très simples, mais qui sont dures à obtenir. Le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à réparation et le droit à non-répétition. Autrement dit, ça implique une réforme institutionnelle des garanties de l'état de droit. Donc nous avons toute cette gamme de dispositions substantielles qui s'imposent à l'État dès qu'il a ratifié. Ensuite, l'État doit rendre des comptes avec une transparence et nous comptons beaucoup sur la contribution de la société civile. Parmi les droits des victimes, il y a le droit de fonder des associations et les États doivent respecter cette liberté d'association pleinement. Et l'État doit, dans un délai de 2 ans, faire un rapport sur la mise en œuvre de la Convention. Autrement dit, au bout de 2 ans, nous avons une sorte d'état des lieux avec une présentation par l'État devant le comité et de la situation, des réformes faites ou des réformes à faire et ce qu'on appelle dans le jargon des Nations Unies un dialogue constructif, mais informé aussi par d'autres parties prenantes comme les ONG. Ensuite, à côté de cet état des lieux, une sorte de check-up initial, nous avons des mécanismes classiques, notamment un système de plainte ou de communication. Mais là encore, il y a une limite, il faut que les États acceptent cette procédure. Et il y a une vingtaine d'États qui ont accepté la procédure sur 52 États partis. Mais nous venons récemment d'adopter nos premières constatations dans une affaire concernant l'Argentine qui était très, très novatrice, parce que nous avons considéré que c'est une affaire un peu compliquée, donc je ne peux pas la détailler, mais qu'une disparition de courte durée, quelqu'un qui avait été transféré d'une prison dans une autre province, sans être informé, sans que sa famille, ses avocats soient informés, était une disparition forcée en tant que telle. Et c'est une décision qui est très bien motivée juridiquement. Dans le comité, il y a d'excellents juristes, des magistrats. Donc c'est une décision qui fait avancer le droit en étant très vigilant sur les disparitions forcées de courte durée. Alors que certaines interprétations
considère que des disparitions de courte durée, de quelques semaines, d'1 ou 2 mois, c'est pas une disparition forcée en tant que telle, c'est quelque chose qui est moins grave. Nous pensons que dès le début, c'est quelque chose qui est un dysfonctionnement de l'état de droit et il faut être très, très vigilant. Donc, oui, parce que de fait, ce que l'on constate dans de nombreux pays, quand on fait le parallèle, par exemple, avec l'utilisation de la torture, on voit bien que certains régimes vont procéder à l'arrestation de personnes, vont les soustraire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les enregistrer comme détenus pendant 2, 3, 4, 10 jours, voire beaucoup plus, pendant lesquels ils vont les torturer, ils vont obtenir des aveux, et sur ces aveux, derrière, ils vont obtenir des plaintes, et ce n'est qu'une fois qu'ils auront obtenu les aveux qu'ils vont effectivement les enregistrer. Donc on a bien vu comment cette notion de disparition forcée pouvait être utilisée pour contourner d'ailleurs d'autres conventions, et d'où l'importance de le reconnaître en tant que tel. Voilà. Et dans la Convention, il y a une autre disposition qu'on appelle parfois un peu abusivement un habeas corpus international. C'est le fait que des proches d'une personne disparue peuvent nous saisir dès une disparition en demandant à l'État de retrouver la personne disparue. Et donc là, ça concerne tous les États parties et on pense que c'est en allant très vite que l'État peut retrouver une personne en vie, la libérer, et c'est quelque chose qui a démarré petit à petit, parce que c'est une procédure nouvelle qui n'était pas bien connue, et actuellement nous avons plus de 300 appels urgents, avec un nombre qui augmente beaucoup, et sur ces 300, nous en avons à peu près 200 qui concernent le Mexique, d'autres assez nombreux par dizaines qui concernent l'Irak, et puis le reste est un petit peu plus éparpillé. Et donc là, nous avons un dialogue permanent avec l'État pour lui demander de faire des enquêtes, de retrouver les personnes, de prendre des mesures de protection à l'égard des proches de la personne disparue qui sont parfois menacés ou persécutés. Lorsqu'on demande à la famille de venir dans la caserne qui est soupçonnée d'être à l'origine de la disparition, évidemment, c'est quelque chose qui est très inquiétant. Et donc là, nous alertons l'État. Et jusqu'ici, nous avons une bonne coopération avec les États, même si les résultats pourraient être nettement meilleurs. Mais d'après les intéressés, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui permet vraiment de garder le projecteur. Et du point de vue du comité, il y a une sorte de droit de suivi, ce qui fait qu'une affaire n'est jamais classée tant qu'elle n'est pas élucidée, et nous continuons à relancer l'État de manière inlassable. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, et ça permet de voir aussi des dysfonctionnements et qui ne sont pas des incidents isolés, c'est des choses qui deviennent systématiques, avec parfois une certaine opacité ou une mauvaise volonté à l'échelon local. Et de ce fait, si je comprends bien, cela veut dire que dès qu'une famille constate la disparition d'un de ses proches, eh bien, il faut vous le signaler finalement au plus tôt. Voilà, alors sur le site des Nations Unies, il y a des formulaires, on a essayé de faire ça de manière assez simple, et dès qu'on est alerté, on réagit très vite. Il y a un rapporteur au sein du comité qui travaille, j'allais dire 24 heures sur 24, notre secrétariat est aussi très, très vigilant. Donc on réagit très vite, et si on a besoin de prendre des mesures de protection, on les demande. J'ajoute que le groupe de travail a lui aussi sa procédure d'appel urgent. Et donc, il faut que la personne voit quel est le plus efficace ou le plus utile. Mais de notre point de vue, c'est évidemment un mécanisme qui est plus fort. Et dès qu'un État est parti, il est lié par des obligations juridiques. Donc là, on est sur un terrain tout de même plus solide qu'un simple appel humanitaire avec un suivi qui est tout de même plus faible. Mais de fait, si l'État est parti, finalement, les familles de victimes ont intérêt à s'adresser directement à vous. Par contre, si l'État n'est pas parti à la Convention, à ce moment-là, il a encore la possibilité de s'adresser au groupe de travail. Voilà, mais on considère aussi que une association qui a l'habitude de travailler avec le groupe de travail, qui a des relations de confiance avec le travail, peut continuer à travailler avec le groupe de travail.
Et nous avons une coopération très, très étroite avec le groupe, mais évidemment, une fois que quelqu'un est saisi, c'est un cadre juridique précis et l'affaire suit dans le cadre du groupe ou de l'instance où elle s'est inscrite. Donc il faut éviter les doubles emplois et les contradictions, parce qu'ensuite l'État pourrait jouer sur ça en disant il y a double emploi, on ne nous demande pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes délais. Donc nous sommes très, très vigilants pour ne pas prêter le flanc à ce genre de critiques. Donc là, on est vraiment dans la procédure de l'appel d'urgence. Une personne a disparu, où se trouve-t-elle? Après, on a aussi malheureusement les cas où on retrouve les personnes. Elles peuvent être vivantes, c'est ce que tout le monde souhaite. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les familles se battent. Comme disent d'ailleurs les familles de disparus de Ayotzinapa, ils nous les ont pris vivants. Nous les voulons vivants et ils refusent de considérer qu'ils soient morts ou de parler d'eux au passé, parce qu'ils savent très bien qu'à ce moment-là, ils ne seront plus écoutés et que les recherches vont rester. Mais donc, qu'ils soient retrouvés ou malheureusement qu'ils aient décédé, qu'on retrouve leur corps, et quels sont à ce moment-là les recours pour la justice? Parce que là, on n'est plus dans l'appel d'urgence, mais quelle est l'étape par rapport à la justice? Alors ça, c'est un recours devant la justice interne. Et comme je le disais tout à l'heure, l'article 24 de la Convention prévoit toute une série de dispositions pour garantir les droits des victimes en matière de réparation, mais aussi sur le plan civil. Par exemple, les familles ne sont pas obligées de faire une déclaration de décès pour avoir une sorte de statut social ou financier. Et la Convention prévoit la possibilité d'une déclaration de disparition qui règle des problèmes de droit civil. Et à partir de là, c'est la justice interne qui doit prévoir des réparations et des indemnisations avec toute une gamme de réparations possibles. Mais nous, évidemment, au niveau des Nations Unies et du comité, c'est la mise en œuvre du traité qui est surveillée. Et donc, lorsque l'État rend son rapport, nous voyons quelles sont les dispositions, si la législation est conforme aux exigences de la Convention, si elle offre des garanties en matière de réparation, avec toutes les formes de réparation, y compris des réparations morales, parce que très souvent, les personnes disparues sont stigmatisées ou criminalisées, et leurs familles également. Et donc là, dans la Convention, il y a des dispositions très, très fortes et très novatrices pour protéger les personnes, leurs droits et leur dignité. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Un des soucis, en tout cas, oui, même un problème que rencontrent les familles de disparus, c'est que souvent, c'était le chef de famille où il avait une certaine autorité sur les enfants, les biens lui appartenaient, et soudain, c'est la famille elle-même qui va se retrouver sans soutien et qui, ne pouvant prouver le décès, puisque la personne est disparue, eh bien, a des difficultés à la fois matérielles, mais aussi dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que parfois une autorisation pour faire opérer un enfant, pour des autorisations de voyage. Quels sont les recours? Est-ce que vous intervenez, par exemple, pour que les législations locales tiennent compte de ce genre de problématiques, qu'elles proposent des solutions aux familles? Oui, alors ces questions très, très concrètes, on les a pris en compte non seulement dans le cadre du comité, mais aussi avec le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, qui, depuis quelques années, a adopté des observations générales, ce qui est une sorte de position de principe concernant les femmes et les disparitions forcées et les enfants et les disparitions forcées. Alors pour les femmes et les disparitions forcées, on s'aperçoit que les femmes sont victimes à de nombreux titres des disparitions forcées, soit lorsqu'elles sont enlevées, soit lorsque c'est leur mari ou leur conjoint ou le chef de famille qui est victime de disparition forcée. Et donc là, ça a toute une série de conséquences sociales, y compris de stigmatisation. Et dans l'observation générale du groupe de travail, il y a des pistes de travail et de réformes législatives.
Pour les enfants, c'est également quelque chose qui est pris en compte. Et dans la Convention, il y a un article 27 qui est très novateur concernant la situation des enfants qui sont enlevés, qui sont nés d'une mère victime de disparition forcée, qui ont parfois été adoptés de force. C'est quelque chose qui a existé en Espagne aussi bien qu'en Argentine. Et on connaît très bien le combat des grands-mères de la place de Mai, où maintenant, par l'ADN, on peut retrouver 30 ans, 40 ans après, un enfant qui a été enlevé, adopté ou mis dans une famille. Et donc là aussi, il y a toute une série de dispositions juridiques, à la fois de droit civil et de droit pénal, qui sont prévues dans la Convention, et l'observation générale du comité couvre ces problèmes. Donc je crois qu'il faut insister sur la prise en compte des droits économiques et sociaux, mais aussi des droits civils et politiques des personnes concernées. Et la Convention a été négociée dans un contexte assez novateur en tenant compte de toutes ces réflexions, et c'est quelque chose qui est prolongé par l'action conjointe du groupe de travail du comité. Par ailleurs, on le voit également, ces disparitions forcées peuvent intervenir dans des périodes de conflits armés, comme on le voit en Syrie. Et à ce moment-là, est-ce que au moment où il va y avoir les négociations pour les accords de paix, et justement, il y a différentes violations qui doivent être prises en compte et réglées. Est-ce que vous pouvez intervenir? Est-ce que vous êtes consulté sur ce qui pourrait être fait par rapport aux disparitions forcées? Alors là, le problème se pose à deux moments. Lorsqu'il y a un conflit interne ou une guerre civile, il peut y avoir des disparitions qui sont effectuées. Et parmi les États parties, nous avons l'Irak, le Nigeria. Alors quand c'est Boko Haram ou Daesh qui commet les disparitions forcées, juridiquement c'est tout de même l'État qui doit protéger tous ses citoyens, faire des enquêtes, sauvegarder les preuves, les droits des victimes. Mais parfois, quand l'État n'a pas le contrôle du territoire, c'est un peu compliqué pour lui. En même temps, quand il retrouve des territoires abandonnés, il peut aussi commettre des disparitions forcées. Donc il y a une sorte d'accélération dans des situations de crise où il faut être encore plus vigilant et pas considérer qu'on n'est pas dans le droit commun et donc il faut mettre les choses entre parenthèses. Donc même si immédiatement nous ne pouvons pas agir, nous sommes vigilants pour l'avenir, avec ce principe de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Et donc, c'est pas le passage du temps qui change les choses. Et on ne peut pas marchander et considérer que des disparitions forcées peuvent être passées par perte et profit lorsqu'il y a un accord de paix ou une trêve. Parce qu'une paix fondée sur le mensonge, c'est quelque chose d'illusoire. Et donc là, on retrouve le droit à la vérité, le droit à la justice. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de retrouver des proches, des êtres chéris. Et le droit de faire son deuil, c'est quelque chose qui est fondamental. Écoutez, Emmanuel Decaux, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je pense que nos auditeurs auront bien entendu que il faut signaler le plus tôt possible, que ce soit auprès du comité ou en fonction des associations, des pays qui sont concernés, auprès du groupe de travail, que vous faites un travail remarquable, que peu à peu la jurisprudence, le droit avance, et tout ce que nous espérons, c'est que finalement, un jour, retrouver, savoir la vérité, et puis surtout que nous mettrons un terme à ces disparitions forcées qui sont un véritable fléau. Merci beaucoup. Merci Geneviève.